Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Michael Bras-Arnaud, j'ai 37 ans et je suis écrivain pour la jeunesse. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier le CRIJ de son invitation à communiquer. C'est pour moi un grand honneur d'être ici, au programme de ce colloque qui s'annonce passionnant, riche, puisqu'il s'intéresse à un de mes sujets de prédilection, comme vous l'avez entendu, qui est la mémoire. La mémoire, et plus précisément la compréhension, le recueil et l'évaluation de la mémoire humaine en tant que fonction cognitive, ça a été d'abord le sujet de mes études, puis mon quotidien professionnel pendant plus de 10 ans. Ma toute première carrière, comme vous l'avez entendu, je l'ai effectuée à l'hôpital, dans un service de gérontologie où j'étais psychologue. Et dans ces services que nous appelons des consultations mémoire, j'ai accompagné des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, neurodégénératives, mais également leurs familles à la recherche de réponses, de résilience parfois, de réconfort. Il n'est pas peu de le dire, cette expérience a bouleversé ma vie. Et vous le comprenez, la mémoire, il n'y a pas de hasard, c'est le sujet, également le titre de ma toute première publication. L'année dernière, au mois de mars, est sorti mon premier roman, Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, à l'École des loisirs. Et l'action de ce roman se situe dans un comté imaginaire qui, vous le verrez, n'est finalement pas très éloigné du nôtre. Et je vais vous y accompagner. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce livre, je vais vous y accompagner un tout petit peu. Pour cela, je vais symboliquement ouvrir le livre à la toute première page. Il y a de très belles illustrations de Sanoé, ma compère, qui ne laisse que de très peu de mystère sur le lieu de la narration. Cette histoire se déroule dans un monde animalier anthropomorphe, dans un tout petit village à l'orée des bois. Ici, juste là, aux portes de l'histoire, nous avons décidé avec mon éditeur de glisser une introduction où je le constate seulement aujourd'hui à la relecture de mon propre texte. La notion de mémoire est déjà présente et je vais me permettre de vous la lire. Au cœur de la forêt de Belle-Écorce et dans les collines alentours, vivent des animaux doués de paroles, de raison et d'humour, qui portent des vêtements cousus de leurs propres pattes et concoctent des pâtisseries à vous en retrousser les babines. Chaque jour, depuis la nuit des temps, renards, oiseaux, souris, taupes et belettes partent travailler ou s'amuser, construisent une famille de sang ou de cœur et façonnent ensemble la tendre histoire de leur existence. Dans ces mémoires de la forêt, vous trouverez consignées les destinées grandioses de minuscules animaux qui ont foulé ces bois, animés par l'esprit d'aventure, le sentiment amoureux et la puissance de l'amitié. Car s'il n'y a rien de plus beau que de créer de nouveaux souvenirs, il est encore plus satisfaisant de réussir à les écrire pour les partager avec ceux qu'on aime. Croisons très fort les pattes, puissiez-vous ne jamais, jamais oublier les animaux que vous vous apprêtez à rencontrer. Le livre, par sa nature, est un garant de la mémoire humaine. Le texte, contrairement à la tradition orale, survit à la disparition de son auteur. Il assure l'intégrité, l'immuabilité de l'histoire ou du message tel qu'il avait été écrit. Cristalliser ses souvenirs ou ceux des autres sur le papier permet aussi d'assurer la continuité d'une mémoire collective, puisque nous ne sommes pas les seuls détenteurs de nos souvenirs. Lorsqu'un moment est partagé, comme celui-ci, le souvenir de ce moment le sera aussi. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de mon personnage. Il s'appelle Ferdinand Taupe, et de vous présenter le livre dans lequel il a précieusement consigné ses propres souvenirs à lui. Et ce livre s'appelle « Les mémoires d'Outre-Terre ». Ferdinand, ce n'est pas la peine de vous présenter, ce n'est pas la peine de lui donner votre nom. Vous êtes bien trop nombreux, nombreuses, et à vrai dire, je ne suis pas sûr qu'il s'en souviendrait. Au matin de son histoire à lui, pourtant, Ferdinand Taupe vient de se souvenir de quelque chose de très important. Alors ni une ni deux, il décide d'enfiler sa chemise, son nœud papillon, ses bretelles, et de traîner ses souliers jusqu'à la librairie de Belle-Écorce, où exerce son ami de longue date, Archibald de Renard, le propriétaire. Nous sommes au tout début du roman, et le roman ne le montre pas tout de suite, mais à son départ, mon personnage, Ferdinand, laisse derrière lui une maison négligée, une maison désordonnée. Un carreau du salon est brisé, qui laisse entrer le moindre courant d'air dans la bicoque. Il reste de la vaisselle dans l'évier, et des insectes se repaissent des restes de nourriture séchée, collés aux casseroles. Sur ces grandes bibliothèques remplies de livres, la poussière s'accumule en des monticules de neige grise depuis plusieurs semaines. Entre les meubles de la salle à manger,
Les araignées tissent des passerelles de toile où les pensées du propriétaire restent désormais enchevêtrées. Car oui, Ferdinand Taupe, vous le comprenez, n'est pas une petite taupe comme les autres. Enfin, c'est pas qu'il ne l'est pas, c'est qu'il ne l'est désormais plus vraiment. Insidieusement, à pas de loup, la maladie de l'oubli-tout a gravi les escaliers de son corps pour s'installer au grenier. Oui, juste là, dans sa tête. Dans les coffres où il rangeait autrefois, année après année, et par ordre de préciosité, ses expériences passées. La maladie de l'oubli-tout. Mais de quoi parle-t-on ? Dans cet imposant ouvrage du docteur Marcelin Hibou, que je vous demande d'imaginer, déniché au rayon mots et remèdes de la librairie de Belle-Écorce, on peut lire ceci. La maladie de l'oubli-tout, c'est celle qui vient et qui prend tout, des souvenirs les plus fous aux baisers les plus doux. Dans le monde de Mémoire de la forêt, il n'est pas rare que Ferdinand s'amuse à faire des rimes, des chansons, de sa triste et pénible condition. Mais dans notre monde, il n'y a finalement que très peu de poésie pour décrire cette pathologie. Dans nos esprits, la maladie d'Alzheimer rime essentiellement avec le mot peur. Pourtant, dans un recoin caché de la maladie, Pourtant, dans un recoin caché de la caboche de Ferdinand subsiste un prénom. Un prénom que la maladie n'a pas trouvé. Maude. Maude, mais qui est Maude déjà ? C'est une question à laquelle le livre essaie de répondre. Et de ville en ville, de rencontre en rencontre, Archibald de Renard et Ferdinand Taupe s'efforcent de reconstruire, un à un, les châteaux de souvenirs que les vagues du temps tentent d'effacer. Et ils réussiront, je vous rassure. À la fin de la relecture de mon livre, je me pose une question. Ferdinand Taupe aurait-il pu aller au bout de cette aventure seul, à la seule force de son intime conviction, de son obstination à se souvenir ? Est-ce que notre toute petite taupe aux souvenirs fuyants aurait retrouvé le chemin qui menait à ce qu'elle cherchait si elle avait dû faire le voyage sans un compagnon fidèle ? Je n'en suis pas certain. Dans Mémoire de la forêt, au-delà de la préciosité des souvenirs, du pouvoir de la réminiscence, de la sensorialité, ce que j'ai voulu montrer, c'est l'importance d'une figure bienveillante, présente, aimante, et malheureusement souvent sacrificielle, dans l'accompagnement d'un malade de l'oubli-tout. Chaque jour en France, c'est plus de 9 millions de personnes, 9 millions d'adultes, d'enfants, d'adolescents, qui apportent leur aide à une personne proche en situation de fragilité, qu'il s'agisse d'une aide physique face à une perte d'autonomie, d'un soutien moral, d'une aide administrative ou financière. Dans cette salle, là, ici, ce matin, c'est une personne sur 6 qui conjugue ses tâches quotidiennes, son travail, sa vie de famille, ses ambitions personnelles, professionnelles, avec l'accompagnement d'une personne à la dépendance grandissante. Cela va du simple coup de fil, le soir pour s'assurer que tout va bien, à la présence physique au domicile de l'autre. Juste un petit coup de fil pour demander « Tu as bien mangé ? Ton aide ménagère est passée ? Est-ce qu'elle t'a préparé un bon repas ?» Jusqu'à prendre le temps, le samedi matin, entre les compétitions sportives des enfants, pour les parents, et le dossier, le texte, le discours sur lequel on s'était promis de travailler, d'aller faire les courses pour remplir le frigo de notre parent ou notre grand-parent. Prendre le temps. Ce temps, c'est celui qu'Archibald de Renard, mon personnage, choisit de prendre pour son ami, puisqu'il est, comme nous le sommes tous, face à celles et ceux dont la mémoire s'en va, un garant du souvenir. Je vais vous parler des garants du souvenir dans mon histoire. Autour de Ferdinand Taupe, notre petit malade de l'oubli-tout, il y a Archibald de Renard. Archibald de Renard n'est pas un proche ami de Ferdinand Taupe. Il ne fait pas partie de son cercle proche, il ne fait pas partie de sa famille. Les souvenirs qu'il partage avec Ferdinand sont essentiellement professionnels. Les deux compères ont sans doute échangé leurs sentiments autour d'une lecture partagée, une tasse de chocolat à l'occasion, lors de la saison froide, et le renard s'est souvent empressé de rattraper son client lorsque celui-ci laissait ses achats derrière lui sur le comptoir ou qu'il oubliait de les régler. Dans l'accompagnement de Ferdinand, Archibald de Renard n'a pour ainsi dire aucun enjeu. Pourtant, il choisit de l'accompagner quand même. On le comprend à la lecture, ses enjeux sont purement identitaires. Le renard est à la recherche de son propre courage. Sa position est inconsciente, mais même s'il ignore pourquoi il le fait malgré tout. Alors, si Ferdinand, ma petite taupe, était capable d'exprimer sa gratitude envers Archibald de Renard, il lui dirait merci. Merci d'avoir juste un instant choisi de mettre sa vie de côté pour l'accompagner dans cette aventure extraordinaire. Parce que c'est tout de même drôlement fatigant d'accompagner un ami qui vous dit chaleureusement bonne nuit, mais qui au petit matin vous oublie.
S'il avait la capacité de le remercier, il lui dirait aussi merci pour les égards dont il fait preuve au quotidien. Couper ses légumes avant qu'il ne les mange, guider sa cuillère vers son museau, et ne jamais lui servir un plat trop chaud, de peur qu'il n'oublie sa chaleur et qu'il ne se brûle. Il lui serait reconnaissant de lui rappeler de nettoyer sa maison, de l'inviter à retrouver du cadre dans un quotidien complètement désordonné, et surtout, il le remercierait de ne jamais faire à sa place lorsqu'il est encore capable de faire, sous peine qu'il n'essaie même plus. Car cette petite taupe se connaît sur le bout des pattes. Sans manquer de courage, ce cher Ferdinand a parfois la nonchalance et le lâcher-prise de sa maladie et de son grand âge. Autour de Ferdinand Taupe, il y a aussi Violette Taupe. Violette, c'est la sœur de Maude, l'épouse de Ferdinand. Et à l'heure de se revoir, Violette a encore beaucoup de choses à dire à Ferdinand. Des choses qu'elle porte en elle depuis tant d'années et qui, inexprimées, ont gangréné l'intérieur de son cœur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre pauvre Ferdinand Taupe n'a plus la capacité de les écouter. Comment pourrait-il aujourd'hui s'entendre reprocher les choses mêmes qu'il a oubliées? Et quelle en serait l'utilité? En tant que membre de la famille de Ferdinand, Violette a cultivé des sentiments variés à son égard tout au long de sa vie. C'est une relation qui possède des enjeux affectifs. Il y a eu de la méfiance en tout premier lieu, lorsque ce drôle d'animal maladroit s'est un peu trop approché de sa sœur adorée Maude et qui lui a ravi son cœur. Au fil des jours et des absences, cette méfiance s'est transformée en jalousie. Et petit à petit, comme on effeuille une fleur, n'est restée que la rancœur au crépuscule de leur vie. Une rancœur qui se dissipe à l'instant même où Violette apprend la pathologie dont souffre Ferdinand, sa violence, ses conséquences, son irréversibilité. Face à l'implacable vérité, Violette comprend, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, que l'oublie-tout n'a que faire des questions restées sans réponse. Alors elle cesse simplement de les poser. Et pour cela, mon personnage Ferdinand aimerait elle aussi la remercier. S'il en avait la capacité, il lui dirait merci. Merci de ne pas le forcer à aller chercher les souvenirs qu'il ne possède plus et les réponses qu'il n'est plus capable de donner. Non, Ferdinand n'est plus capable de se rappeler la date du jour, de se souvenir de ce qu'il a mangé. Oui, il est aujourd'hui une version différente, avachie, affaiblie de la taupe qu'il était. Alors il voudrait la remercier de ne pas le heurter, le brusquer, le réprimander, le culpabiliser, le bousculer jusqu'à retrouver celui qu'il était, comme s'il le faisait exprès, alors que celui qu'il était a cessé d'exister, un oubli après l'autre. Parce que, comme il aime à le dire, si certaines portes de son esprit peuvent se rouvrir grâce à quelques notes de musique, une délicieuse bouchée de gâteau ou la photo d'un être aimé, certaines sont condamnées à tout jamais, et il faut parfois apprendre à cesser de tourner la poignée. Autour de Ferdinand, il y a d'autres personnages, et je ne vais pas tous les énumérer, Gédéon, Élisabeth, Pétunia, Brisevent. Et tous ces animaux ont un jour partagé un moment avec notre taupe à la conscience abîmée. À l'heure où ses souvenirs s'enfuient, au vent mauvais, voilà qu'il les retrouve dans le placard aux histoires des personnes qu'il a rencontrées et qu'il constate que sa gentillesse, sa générosité et celle de son épouse ont laissé des sourires indélébiles sur les visages ridés. Bien sûr, il y a des moments qu'il aurait aimé ne jamais revivre, bien sûr. Nous en avons tous, ce n'est pas un secret. Mais jusqu'à la fin de ses jours, Ferdinand garde la possibilité, et elle est précieuse, de retrouver l'impression qu'il a laissée aux autres et par extension, de se retrouver lui. Pour conclure, je dirais que, à l'aube de la publication de mon texte, comme tout auteur, autrice, j'étais heureux. Heureux de voir ces souvenirs, cette expérience, cette pratique fictionnalisée, cristallisée dans le premier volume de ma série, Les Mémoires de la forêt. Aujourd'hui, néanmoins, il m'arrive parfois d'être effrayé, inquiet de ce que je vais laisser derrière moi. En dehors de ma passion pour l'écriture, mes propres ambitions, l'envie de faire de ma publication et de mes histoires un métier, quel était le message que je voulais faire passer en publiant ce roman auprès de ce public, qui n'est pas n'importe quel public, puisqu'il s'agit de notre jeunesse, des individus qui sont en pleine croissance émotionnelle et intellectuelle. Aujourd'hui encore, je m'interroge, et c'est ma question principale, ce roman avait-il pour vocation de faire naître l'aidant à l'intérieur du lecteur?
En tant que citoyen de ce pays, de ce monde, de cette société qui est vieillissante, il faut le reconnaître, je crains parfois qu'un jour il n'y ait plus d'aidants, que la jeunesse ne soucie plus du sort de ses anciens, que la solidarité entre les générations disparaisse au profit d'une heureuse individualité. Et après tout, ça serait naturel, parce qu'après tant d'années d'abnégation de la part de nos aînés, et en particulier de nos aînés avec un E, de schémas patriarcaux, les générations prochaines sont en droit de s'émanciper, de se libérer, d'exprimer leurs couleurs, leurs émotions, de s'affirmer. Que la position aidante disparaisse, j'en suis au moins autant effrayé qu'à l'idée que des casquettes d'aidants soient comme ça distribuées sans que les personnes en face n'aient leur mot à dire, comme elles ont longtemps été distribuées et comme elles le sont encore quotidiennement. J'ai tant de fois assisté à des consultations avec des médecins, des soignants, un personnel administratif d'un centre hospitalier qui ont exigé devant moi, aux accompagnants d'une personne en difficulté, de prendre leurs responsabilités. Prendre nos responsabilités. En dépit de tout ce qu'on a pu vivre ou ne pas vivre, recevoir ou regretter de ne pas avoir reçu avec ce parent qui est posé juste ici, sur la chaise d'à côté, qui est réduit à l'état d'un objet insensible et inanimé dont on peut parler sans l'impliquer, arraché à son humanité. En tant qu'être humain, justement, je pense que l'une de nos plus grandes responsabilités, finalement, c'est de tenter de nous souvenir, de ne jamais oublier. Se souvenir de nos erreurs, pour ne pas les répéter, se souvenir de nos douleurs, pour ne jamais les infliger, se souvenir qu'à l'intérieur de nos corps et à l'intérieur des corps fébriles de nos aînés se trouve l'adulte qu'ils ont été, le vieillard que nous serons, et nos enfants apeurés. Se souvenir, c'est parfois bien assez. J'espère que je me souviendrai toujours de toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ma carrière de soignant et qui m'ont appris le véritable sens du mot mémoire. À toutes celles et ceux qui ont pris et qui prennent chaque jour le train de l'oubli, comme à ceux qui restent sur le quai, les valises chargées de souvenirs et le cœur lourd, mon histoire est pour vous. C'était la moindre des choses que de vous remercier.